Bonne journée, mesdames et messieurs. Bienvenue à la conférence Santé mentale. Soutenez vos employés avec les meilleurs outils. Je voudrais maintenant vous présenter Marianne Saint-Maurice. La parole est à vous. Merci Stéphanie. Merci à tous de vous joindre à nous pour le webinaire d'aujourd'hui. Comme Stéphanie l'a dit, je m'appelle Marianne Saint-Maurice et je suis la directrice de marketing pour Akira par TELUS Santé. Donc aujourd'hui, notre expert est Emmanuel Poirel, un coach exécutif en gestion du stress, anxiété de performance et prévention de l'épuisement professionnel. Emmanuel est un professeur et chercheur à l'Université de Montréal et un leader reconnu dans son domaine. Il donne également des sessions pour les dirigeants d'entreprise, entre autres par l'entremise des cliniques Médicis. Donc aujourd'hui, Emmanuel nous parlera de comment la COVID-19 a affecté la santé mentale des employés et de tous les Canadiens, en fait, l'impact à long terme sur notre santé mentale et comment les soins virtuels peuvent aider à offrir le soutien en santé mentale dont vos employés ont besoin. Donc, à la fin de la présentation, on va prendre les questions que vous pouvez nous soumettre par la fonction chat que vous trouverez au bas de votre écran. Ou sinon par téléphone. Donc, une fois la présentation terminée, Stéphanie nous donnera les instructions pour comment vous pouvez partager vos questions par téléphone. Et donc, sur ce, je remets la parole à Emmanuel. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci, Marianne, pour cette introduction. Je suis ici à titre de spécialiste, mais aussi, surtout, je vous dirais, parce que je veux véhiculer le message de la prévention. Je pense que c'est le message qui est le plus important. C'est vraiment mon objectif principal. Comment réussir à accompagner les employés dans la situation actuelle qu'on vit en période de pandémie. Et la réalité a beaucoup changé. On a vécu, moi ça fait 25 ans que je travaille en clinique. Ça fait une dizaine d'années que je fais de la recherche dans le domaine de la santé mentale au travail. Mais depuis 25 ans, il y en a eu des périodes difficiles. Vous vous souvenez, en 2011, pas en 2011, en 2001, le 11 septembre, qui a transformé nos vies. Il y a eu après ça le crash économique de 2008-2009. Et à chaque fois, en consultation, j'ai vu qu'il y avait eu un boom au niveau de la santé mentale. La particularité cette année, c'est que la consultation, on constate un boom, mais elle se fait principalement à distance. Elle se fait par des soins virtuels. Et moi-même, j'ai dû m'adapter. Et puis, c'est un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, l'importance de réussir à offrir ces soins-là vraiment dans une perspective de prévention. Alors, on peut peut-être poursuivre avec la prochaine slide. On a une petite question pour vous. En fait, combien vous pensez de Canadiens ont vu leur santé mentale se détériorer depuis le début de la COVID-19? Alors, je vous laisse y réfléchir un peu. Vous pouvez y répondre si vous voulez par le chat si vous voulez. Donc, pour donner la réponse, pour le constater, vous le voyez à l'écran maintenant, c'est plus d'un Canadien sur deux qui a vu se détériorer sa santé mentale. Alors, c'est quand même assez important comme statistique. Quand on regarde un peu plus en détail qu'est-ce que ça signifie sur la santé mentale des Canadiens, on peut constater que le quart, 24%, ont une santé mentale qui est déficiente. 52%, on l'a dit. 88% ont éprouvé des symptômes d'anxiété, au moins un symptôme d'anxiété. C'est peut-être important d'insister sur cette dimension-là. L'anxiété, c'est une des émotions qui est le plus vécue en cette période de pandémie. Je reviendrai un peu plus loin. 35% des aînés et 64% des jeunes ont des effets négatifs sur leur santé mentale en raison de la COVID. Et finalement, 41% des jeunes ont des symptômes d'anxiété et des hauts niveaux de stress. Peut-être que c'est important ici, pour votre bénéfice aussi, de bien différencier la notion de stress et d'anxiété. Alors, l'anxiété, c'est une anticipation devant une situation future incontrôlable. Alors, c'est normal, c'est une émotion normale de la nature humaine, mais en période comme on vit présentement, c'est une émotion qui est exacerbée. Le stress, par contre, est davantage associé à la réponse physiologique du corps. Le corps réagit. Donc, le corps se met en mode stress pour faire face aux difficultés, il s'adapte. Alors, le stress se vit dans l'action. Ici, maintenant, je mobilise mes ressources. On a tous mobilisé nos ressources pour faire face à la pandémie. Donc, on s'active. Tandis que l'anxiété se vit dans l'anticipation. Le stress dans l'action, l'anxiété dans l'anticipation.
Ce qui signifie que je finis ma journée, je réagis, je m'ajuste, et quand après ça, je reviens dans mon habitat naturel, je crois que c'est difficile maintenant de dissocier la vie personnelle et la vie professionnelle, mais quand je reviens dans ma bulle personnelle, j'anticipe. Alors, je reproduis encore une réponse de stress, mais cette fois, elle est anticipée, elle n'est pas dans l'action. Alors, c'est important de voir ça parce que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en place des mesures préventives. Et quand on regarde ce qui préoccupe les Canadiens, on voit que pour plus du tiers, 38,9%, c'est les difficultés financières, les répercussions sur le chômage, sur l'économie. On a peur que le virus se propage, là, presque un Canadien sur 4. On a peur pour notre santé mentale. Alors, on a des enjeux aussi au niveau des interactions sociales. On ne fait plus les interactions sociales comme elles se faisaient auparavant. On voit nos proches à distance. On ne se serre plus la main. Les rapports sociaux ont changé. Et c'est des habitudes quand même importantes à digérer. On a peur aussi de ce qui se passe dans les hôpitaux. On a de moins en moins envie d'y aller. Puis finalement, on a peur de la mort carrément. Qu'est-ce qui va nous arriver, nous en particulier, si on est atteint par cette maladie? Alors, il y a toutes sortes de préoccupations. Et puis quand on regarde un peu plus là, le stress directement relié avec la COVID chez les Canadiens, 1 sur 4 a peur de contracter le virus. 1 sur 5 a des pertes financières importantes. Et puis finalement, vous le voyez, là, les chiffres diminuent un peu, mais on a peur de l'inconnu. On a une perte de contrôle, de liberté. Donc, on perd du pouvoir d'agir. On a plus de stress qui est lié à notre travail parce que les conditions de travail changent. Parfois pour le mieux, mais ça accentue les différences. Alors, certains, c'est mieux, pour d'autres, c'est pire. Alors, c'est difficile dans la gestion du personnel, évidemment. Et on a peur aussi que les autres ne respectent pas les consignes, finalement. Pour certains, à peu près 5% de la population canadienne, 4%, c'est la solitude qui nous guette. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont associés au stress lié à la COVID. Alors, les impacts de la COVID, on en a beaucoup parlé sur le plan de la santé physique, mais les impacts sur le plan de la santé mentale, sur le plan de la santé psychologique vont durer beaucoup plus longtemps. Puis ça, c'est important de le garder en mémoire, puis d'où l'importance de faire de la prévention, comme je l'ai dit depuis le début. Les gens que je vois en consultation, moi je fais de la consultation une demi-journée par semaine. Le reste de mon temps, je suis prof, donc je fais de la recherche, puis j'enseigne, mais une demi-journée par semaine, je garde le contact clinique depuis 25 ans. Et 70% des gens que je vois, c'est à titre préventif. C'est des gens qui travaillent, qui ne sont pas en arrêt de travail, mais qui viennent chercher des outils. Et 30% à peu près sont en arrêt de travail, alors je les accompagne dans leur situation d'arrêt de travail. Puis, c'est important de faire de la prévention, de voir à titre préventif. D'ailleurs, tous les programmes qu'on offre en entreprise sont beaucoup plus destinés à faire de la prévention qu'à faire du curatif. Alors, pour voir la différence, là, vous allez constater dans le graphique qui suit l'impact que la COVID peut avoir sur la santé mentale. On a beaucoup parlé de vagues avec ce que nous donnaient nos gouvernements par rapport à la pandémie. La première vague, on l'a tous connue, mars, avril, mai. Il y a eu une vague vraiment de mortalité directe associée, qu'on a réussi maintenant à contrôler le mieux possible. On a eu une deuxième vague, qui sont les effets finalement sur les ressources dans les centres hospitaliers. Alors, évidemment que si tous les soins sont orientés vers les cas de COVID, on a moins de ressources pour faire face aux autres urgences médicales. Vous voyez que c'est la ligne verte. Vous voyez que cette ligne-là, elle tend aussi à diminuer. On a une troisième vague, qui est la ligne bleue. On a laissé un peu de côté les maladies chroniques. Et là, on les retrouve, on y revient. On s'en occupe un peu plus parce qu'on a réussi à contrôler un peu les arrivées dans les centres hospitaliers. Mais ce qui nous préoccupe ici, c'est la quatrième vague, la ligne rouge, qui est la vague de la santé mentale. Et puis, on voit bien les ravages que peut causer le genre de situation qu'on vit présentement. C'est une vague qui ne diminue pas. Puis qu'on va voir ressurgir, entre autres au niveau des stress post-traumatiques pour certains, des gens qui ont des prédispositions à une maladie mentale, qui ont un terreau fertile, qui vont malheureusement avoir leur risque exacerbé.
toute la question des préjudices économiques qui sont en lien direct avec des troubles de santé mentale, puis finalement l'épuisement professionnel. Parce que ce que je constate, moi, en clinique, c'est que les gens sont investis, s'engagent beaucoup dans leur travail, mais le stress professionnel est complètement différent. On passe beaucoup plus de temps à l'écran, et on fait des erreurs cognitives, il y a des pertes de concentration, il n'y a plus de coupure entre la vie personnelle et la professionnelle dans certains cas. Donc, les communications sont entrecoupées constamment en raison des courriels et des dossiers qu'on laisse de côté. Donc, c'est un travail qui est très fragmenté. Donc, le stress professionnel est différent maintenant qu'on fait face au télétravail, entre autres. Alors, on le voit, là, ça va se faire ressentir à long terme, donc il faut agir à titre préventif. Alors, combien vous pensez de Canadiens qui ont une image favorable de leur employeur qui leur donne des soins de santé virtuelle? Alors, est-ce qu'on est favorable ou non à ces soins de santé virtuels? Alors, vous pouvez l'écrire comme vous voulez dans le chat ou y répondre comme vous pouvez. On en voit certains qui tentent d'y répondre sur le chat. Alors, vous le voyez bien, là, hein, c'est presque les 3/4. C'est 72% qui sont favorables. Et puis, c'est cet aspect, finalement, lié aux soins de santé virtuelle et la résistance pour certains à des soins de santé virtuelle est quand même assez facile, je vous dirais, à surmonter. Je vous donne l'exemple de ma mère qui, il y a 2 semaines, a eu des petits soins de santé, qui a 83 ans, qui a finalement réussi à voir son médecin par vidéoconférence, alors qu'au début, c'était difficile, qu'elle n'est pas tellement confortable avec tout ce qui est l'Internet et les ordinateurs. Il a suffi d'un petit peu d'aide. Elle s'est branchée, elle a trouvé l'expérience tout à fait favorable. Compte tenu des inconvénients, elle ne voulait pas aller dans des centres hospitaliers, elle n'a pas eu besoin de se déplacer. Donc, elle a vraiment trouvé l'expérience finalement très, très, très positive. Alors, on voit qu'il faut trouver des moyens aussi pour favoriser cet accès-là, mais les Canadiens sont très favorables. Alors, il y a même des attentes. On n'est pas seulement favorable, on a des attentes. On peut constater, quand on sonde les Canadiens, que 57% des Canadiens qui font du télétravail veulent continuer à en faire. Alors, ça marche le télétravail. On a une perception favorable, on l'a dit, des soins de santé, mais 90% disent que c'est urgent de donner des moyens flexibles pour travailler à distance, pour avoir accès à des soins à distance, des solutions de travail. Donc, on est rendu de façon accélérée à cette réalité. Donc, il y a une ouverture pour les Canadiens à avoir des soins de santé virtuels et à travailler à distance aussi. Alors, comment faire comme gestionnaire, comme patron, comme directeur, directrice, coordonnateur des ressources humaines pour pouvoir soutenir les employés dans cette période où on les voit de moins en moins à distance? Moi-même, je suis pas retourné à mon bureau depuis le 13 mars, là, même le 12 mars. Je suis pas retourné à mon bureau et je ne retournerai pas cette année. Donc, je ne verrai pas mes collègues à part à distance, comme vous, plusieurs d'entre vous certainement. Alors, il faut d'abord accepter, normaliser l'anxiété. C'est normal. C'est pas du tout anormal que les gens soient stressés, que les gens soient anxieux. Donc, il faut déjà le normaliser. On sait que le tiers des Canadiens disent que par rapport à leurs besoins de santé mentale, leur employeur ne répond pas suffisamment bien à la demande. Alors, comment ça se fait? Le quart ont besoin de soutien, particulièrement avec l'anxiété. Au travail, on vit principalement 3 émotions. L'anxiété, la frustration, la colère, puis la satisfaction, la joie. Donc, c'est les 3 principales émotions vécues au travail. On sait, comme gestionnaire, j'ai fait une étude, ma dernière recherche assez importante, j'ai mesuré chez 250 gestionnaires et plus de 600 de leurs membres de leur personnel dans une mesure à 360 degrés, le lien entre le leadership et les compétences émotionnelles. J'ai trouvé que une différence statistiquement significative. Les gestionnaires qui sont capables d'identifier, de comprendre que leurs employés vivent de l'anxiété, sont capables de leur dire « Ah ouais, t'es inquiète », les rassurer, mais sont perçus par leurs employés comme ayant plus de leadership. C'est des meilleurs leaders. Donc, c'est un meilleur gestionnaire.
Donc, j'ai plus d'influence sur lui. Donc, je peux participer à l'aider. Donc, ça, c'est important de normaliser l'anxiété et le stress. C'est normal de vivre ce qu'on vit, mais il faut trouver des moyens de se soutenir entre nous. Alors, pour se soutenir, il faut limiter le plus possible les incertitudes et limiter le plus possible les changements organisationnels. On vit dans une période de changement constant, c'est encore pire, ça s'est accentué. Maintenant, il faut rassurer les gens en leur disant, ça va moins changer, on va mettre des choses en place qui sont plus stables. On va essayer d'avoir un changement organisationnel qui est plus sain, qui est moins déroutant. Alors, on va améliorer les choses de cette façon-là. C'est une façon aussi de gérer les incertitudes, de proposer, de rassurer dans l'avenir. Il faut aussi soutenir les employés en leur, entre guillemets, suggérant d'éviter de vivre de la solitude, en allant voir les amis, la famille, les collègues, toujours dans le respect des nouvelles normes sociales de distanciation, mais aussi vraiment dans la perspective où on sait, c'est clairement documenté dans la littérature scientifique, les deux principaux facteurs qui réussissent à améliorer la santé mentale et à prévenir l'épuisement professionnel, c'est le soutien et la reconnaissance. Et pour pouvoir faire du soutien et de la reconnaissance, ben, il faut pouvoir être en rapport avec, avoir des relations, même si elles ne sont pas toujours en présence, il faut avoir des rapports entre nous, des rapports interpersonnels, des communications. Puis mettre aussi l'accent sur l'importance de prendre soin de sa propre santé. Moi, j'utilise toujours, souvent, en tout cas dans mes ateliers, dans mes conférences, en clinique aussi, l'analogie de l'avion. La grande majorité d'entre vous ont déjà pris l'avion. Quand on prend l'avion, on a l'agent de bord qui nous fait toujours le message du début là, de sécurité. Si l'avion est pour s'écraser, ça va avoir un petit masque à oxygène qui va descendre devant vous. On ne vous dit pas, mettez-le vite sur vos enfants, là, sur vos parents. Non, on vous dit, mettez-le sur vous en premier. Après ça, quand vous allez bien respirer, vous allez pouvoir dire à vos enfants, mettre à vos enfants le masque à oxygène, vous allez pouvoir les aider. Donc, il faut s'occuper de soi en premier. Ce n'est pas une perspective qui est égoïste. C'est que les gens s'oublient en période de pandémie, quand on est toujours devant son ordinateur, quand on est en télétravail, souvent on s'oublie, on s'investit, on s'engage. Donc, c'est important, donner la chance aux personnes de prendre soin d'eux-mêmes, puis d'avoir de l'empathie à cet égard. C'est le prochain conseil, entre autres, ou suggestion. Montrer de l'empathie. Montrer de l'empathie, c'est peut-être la différence entre, vous avez tous, comme gestionnaire ou comme coordinateur, eu certainement des formations sur la reconnaissance au travail. On insiste énormément depuis plus de 20 ans maintenant sur l'importance de la reconnaissance au travail. Je vais un pas plus loin en essayant de faire passer de la reconnaissance à la considération. Quand on reconnaît le travail bien fait, on reconnaît les résultats. Mais maintenant, il faut passer à la considération. On ne peut pas seulement reconnaître les personnes, il faut les considérer. Donc, si on les considère, ben, on considère aussi qu'ils ont une famille. On considère aussi qu'ils ont peut-être eu des pertes. Puis des pertes pas seulement au niveau des membres de leur famille, mais aussi des pertes au niveau de leurs habitudes. On ne fait pas de l'exercice physique de la même façon. J'ai eu une consultation la semaine dernière avec un gestionnaire que j'accompagne depuis très longtemps, qui a modifié un peu son activité physique, alors que c'était quelqu'un qui était très actif, qui allait toujours au gym. Puis à cause de ça, il a eu des répercussions importantes sur sa santé, puis c'est dans la consultation qu'on s'en est rendu compte. Il ne faut pas grand-chose des fois pour changer les routines. Alors, aussi penser aux proches qui ont eu malheureusement des pertes. Il faut aussi les accompagner. Puis il faut aussi montrer de l'empathie à leur égard. Donc on le sait aussi, plus comme gestionnaire, vous réussissez à montrer de l'intérêt, de la considération, de l'empathie à vos employés, plus vous allez aussi en retour avoir une meilleure communication interpersonnelle, puis des employés plus heureux, puis par définition, en meilleure santé. Donc, c'est un peu ce qu'on vous suggère. Le travail est différent. Le travail, les vacances là, vont se poursuivre, mais vont se terminer bientôt. Tout le monde retourne au travail, on ne sait pas à quoi s'attendre, on le sait qu'il va y avoir une deuxième vague. On va faire de plus en plus de télétravail. Donc, comment on fait, comme employeur,
pour les aider à gérer le stress et l'anxiété, je vous l'ai dit déjà, le normaliser. Accepter, ça existe, c'est là. Les aider, leur donner des ressources, entre autres par des ressources virtuelles. Et être raisonnable dans les objectifs qu'on se fixe. En tout cas, par expérience, les gens que je vois en consultation se fixent des objectifs très élevés. On n'a pas besoin d'en rajouter. Alors, les coûts sont énormes. Ces chiffres-là, on les voit depuis longtemps maintenant. On peut prédire que d'ici 2 ans, quand les études plus économiques sur les répercussions de la santé mentale de la pandémie vont sortir, ça va être des études vraiment plus, des méta-analyses, on pourra voir qu'on va voir ce chiffre-là doubler. Ça ne serait pas étonnant. Donc, il faut faire quelque chose, c'est certain. Quoi faire? Comment on peut aider? D'abord, comprendre qu'il y a l'anxiété, je vous en ai parlé, puis le stress. L'anxiété, le stress, vous allez le voir, puis c'est peut-être important, vous, comme gestionnaire aussi, de développer votre vigilance, votre regard sur vos employés. Puis même à distance, on change notre façon de voir. Mais on peut voir quand nos employés sont plus anxieux, sont plus stressés, ils sont plus excités. C'est une activation du système nerveux central, l'anxiété. La dépression, c'est le contraire. C'est important aussi pour vous, pour être vigilant, comme patron. La dépression, c'est une dépression du système nerveux. Donc, c'est un ralentissement. L'anxiété, c'est une activation. On s'excite. La dépression, c'est qu'on ralentit. On devient amorphe. On a moins envie, donc ça joue sur la motivation. Donc, les deux jouent sur l'insomnie. Si je dors toute la journée, je suis déprimé, c'est sûr que je dors moins bien la nuit. Si je suis très anxieux, puis je fais des attaques de panique, puis là, je deviens hyperactif, c'est sûr que ça joue sur l'insomnie aussi quand je fais de l'anxiété. Donc, voyez-vous, c'est les principaux motifs de consultation. Puis, vous le voyez, ça a augmenté là, depuis janvier. La grande majorité des cas, on est capable de les traiter à distance. La très grande majorité, 95% des cas. Donc, depuis à peu près une dizaine d'années, l'Université du Québec en Outaouais a mis en place un système à distance de psychothérapie qui avait été beaucoup critiqué par les chercheurs, mais on le sait aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, la psychothérapie fonctionne à distance. Je ne dis pas qu'on rentre dans des processus de psychothérapie ici nécessairement, mais quand on a besoin de faire des aides ponctuelles, de rassurer, des programmes d'aide, de faire de la prévention, mais les services virtuels sont très, très efficaces. Alors, sur quelle dimension on peut aider? On l'a dit, l'anxiété, le stress, la dépression, des cas de deuil, parfois des problèmes de concentration. Peut-être un bémol ici, parce que ça m'a été posé comme question aussi, mais on sait que passer de longues heures concentrées sur l'écran, à travailler, à faire des réunions, moi, je vois des gens qui passent 30 heures de réunion par semaine sur vidéoconférence en plus de leur travail. On sait que ça crée des troubles cognitifs, des déficits d'attention, des biais aussi, des surcharges cognitives. Alors, c'est normal. Et puis, des fois, on se peut poser la question, comment est-ce possible d'offrir pour compenser cette problématique, on offre les soins aussi en vidéoconférence. Effectivement, ça peut sembler en opposition ou paradoxal, mais sans m'appuyer sur des recherches, là, mais par mon expérience clinique, je constate avec les gens que je vois en consultation que le moment passé en vidéoconférence, en vidéoconsultation, contrairement à une vidéoconférence au travail, c'est un moment où les énergies qui sont mobilisées sont différentes. La personne est beaucoup plus en mode détente. Elle s'ouvre sur son affectivité, sur ses problèmes d'ordre psychologique. Ce n'est pas le même rapport avec le médium et les gens n'en souffrent pas du tout. Alors, il n'y a pas cet épuisement-là cognitif, cette fatigue mentale qu'on retrouve quand on travaille sur l'écran. Alors, le stress post-traumatique, on l'a dit aussi, certaines personnes vont avoir des flashs, des rêves qui vont venir de façon récurrente et qu'il faut traiter. L'anxiété liée à la santé, évidemment. Alors, on constate aussi que chez certaines personnes, on devient plus hypochondriaque, on développe même des troubles obsessionnels compulsifs. Le lavage des mains est un exemple assez patent de ça. Les troubles alimentaires. Alors, si une certaine personne, une certaine
quantité de personnes ont réussi à faire plus d'activité physique. Pour d'autres, on sait que pendant la COVID, là, les 3-4 derniers mois, 40% des Canadiens ont eu une augmentation du poids. Donc là aussi, entre 5 et 10 livres seulement peut avoir un impact sur la pression artérielle et sur le cholestérol. Donc c'est important déjà de pouvoir traiter ces dimensions-là. Bon, les défis familiaux, les défis professionnels. Alors, c'est aussi l'occasion de parler d'organisation du travail. Alors, il y a des spécialistes qui peuvent traiter ces dimensions-là. Toutes les questions aussi d'instabilité émotionnelle. La crise de panique est un trouble anxieux aussi, qui vient quand il y a une accumulation d'un stress chronique, d'une réponse physiologique qui est intense. Ça peut créer des crises de panique. Et puis toute la question des difficultés de la vie quotidienne. Puis je vais peut-être terminer en mentionnant l'importance pour vous comme gestionnaire de comprendre de personnaliser votre rapport avec vos employés. Puis offrir des services comme ça, c'est vraiment une façon de personnaliser, de soutenir les employés. Pourquoi personnaliser les rapports? C'est que comme le télétravail a accentué les disparités, c'est-à-dire que pour certaines personnes, le télétravail est un gros avantage. On sauve les déplacements, on a un bureau à la maison, on n'est pas dérangé par personne, donc ça crée un gros avantage. Pour d'autres personnes, je prends l'exemple, moi j'ai des collègues comme ça, monoparentales, qui n'ont pas été capables d'avoir leurs enfants à l'école, au service de garde, à la garderie. Gérer la famille comme monoparentale plus le travail, c'est extrêmement exigeant. Donc, c'est un stress intense. Alors, certains vont vivre énormément de difficultés, puis d'autres vont vivre davantage de facilité. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ces disparités, que l'écart qui a été creusé entre vos employés par rapport à leur réalité, puis à leur capacité à réussir à avoir un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Évidemment, on a la place pour toutes les questions. Je vais redonner la parole à Marianne pour poursuivre et je reste avec vous si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Comme Emmanuel disait, avant de répondre à vos questions, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu plus comment Akira par Télésanté en particulier peut aider à fournir un soutien en santé mentale à vos employés et aux membres de leur famille. Donc, tous les comptes Akira s'étendent en fait aux conjoints de l'employé ou à la conjointe et à leurs enfants de moins de 26 ans. Donc, en passant, si vous avez des questions pour Emmanuel ou pour moi, vous pouvez nous les envoyer par le chat, donc au bas de l'écran. On a reçu quelques questions, mais si on va avoir le temps d'en prendre quelques-unes à la fin de la présentation. Donc, premièrement, tous les cliniciens d'Akira peuvent offrir un soutien en santé mentale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc vraiment sur demande, ce qui veut dire qu'ils peuvent répondre aux besoins de nos patients dès qu'ils en ont besoin. Donc, le fait que les consultations commencent par texte et ensuite peuvent passer à une vidéo facilite l'accès au soutien en santé mentale, surtout pour les patients qui ont peut-être jamais recherché de l'aide avant. Donc, ça aide à faciliter un peu l'accès pour des conversations qui sont quand même assez difficiles des fois. Donc, nos cliniciens peuvent également évaluer et diagnostiquer les problèmes de santé mentale, créer des plans de santé et aider les patients à suivre leur plan. Et puis référer à des spécialistes enregistrés en santé mentale, donc qui soient externes, comme Emmanuel par exemple, ou directement sur Akira. Donc, dans notre équipe à nous, on a des spécialistes comme des psychothérapeutes, des psychologues et des travailleurs sociaux qui sont disponibles pour des rendez-vous avec nos patients. Puis ce qui est à retenir ici, c'est qu'en étant disponibles 24 heures sur 24, nos cliniciens peuvent aider les patients dès qu'ils en ont besoin. Donc, c'est particulièrement important dans les cas de santé mentale et dans une période comme celle qu'on vit en ce moment, où les routines ont vraiment été chamboulées par la COVID et puis le fait que les gens restent beaucoup plus à la maison ces jours-ci. Je voulais aussi vous donner un peu plus de détails sur un programme de psychiatrie qu'on a à Akira. Donc, comme certains d'entre vous le savent peut-être,
les temps d'attente pour une évaluation psychiatrique en personne peuvent prendre des mois d'attente et même des fois jusqu'à 1 an, dépendant de la province où vous habitez. Donc, on a mis en place un programme pour aider avec les temps d'attente en ayant un psychiatre qui est dans notre équipe. Donc, le docteur Silvera, qui est là pour effectivement, en fait, aider à combler ce temps d'attente. Donc, le programme est très simple. Les patients continuent d'interagir avec les cliniciens qui les soutiennent soit avec des conseils ou des besoins d'ordonnance. Mais évidemment, il y a certains cas qui vont nécessiter une plus grande expertise et c'est à ce moment-là que les cliniciens peuvent travailler avec le docteur Silvera pour avoir ses conseils et pour apprendre de ses connaissances d'experts. Donc, le clinicien peut ensuite retourner vers le patient et l'aider avec un soutien plus approfondi qui va aider le patient à mieux se sentir en attendant une évaluation psychiatrique en personne. Donc, le programme s'est avéré extrêmement précieux. On l'a commencé à l'été dernier, je pense, puis ça a été vraiment très bien reçu par nos clients et nos patients parce qu'il permet vraiment aux patients de recevoir le soutien dont ils ont besoin. Et puis, ça permet aussi à nos cliniciens d'en apprendre davantage avec chaque consultation qu'ils font. Donc, tout ça fait partie de notre approche générale par rapport à la santé mentale. Donc, on offre des soins complets, donc à la fois santé mentale et physique, qui sont souvent liés, donc comme Emmanuel en parlait. Et nos cliniciens font aussi le suivi auprès des patients qui en ont besoin. Et puis, nos spécialistes sont disponibles pour des rendez-vous directement sur l'application. Donc, je vais faire un petit résumé de la vision de santé mentale chez TELUS Santé et plus particulièrement chez Akira par TELUS Santé. Donc, c'est sûr qu'on veut tout d'abord aider les employeurs à créer une culture de travail et une équipe saine et productive, mais aussi soutenir les personnes atteintes de maladies mentales ainsi que leurs familles. Donc, on sait que c'est difficile pour tout le monde. Et puis d'offrir tout simplement les meilleurs services de santé mentale qu'on peut offrir. Merci à toi, Emmanuel. Merci à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui.